Bonjour à tout le monde. On va essayer de commencer si tout le monde a pu déjà s'installer. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux et nombreuses pour ce débat. Je suis très content d'animer ce moment de discussion avec mon collègue Romaric Gaudin, qui s'occupe notamment donc, de macroéconomie à Mediapart. Et vous, Maricel Rodriguez Blanco, vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'Institut catholique de Paris, si je ne me trompe pas, et vous êtes argentine, ce qui va être évidemment, c'est un point important, et c'est aussi pour ça qu'on avait besoin que vous soyez là pour nous éclairer sur cette situation. Juste pour terminer les présentations, je suis Ludovic Lamont, je travaille au service international de Mediapart, et j'ai pu partir notamment en reportage sur la campagne présidentielle l'an dernier qui a vu la victoire de Javier Milei en novembre. Et on avait très envie, en interne, de monter ce moment un peu de discussion. Alors, ça peut être une drôle d'idée dans la configuration actuelle, où évidemment on est tous très préoccupés et travaillés par ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe à Gaza. Et en même temps, on s'est dit aussi que c'était important pour nous d'essayer d'accorder un peu de temps à cette discussion sur un pays un peu périphérique, une quarantaine de millions d'habitants, très loin, a priori, des enjeux géopolitiques globaux. Et en fait, on a la conviction, au contraire, que ce qui se passe en Argentine, le phénomène Milei, évidemment, résonne avec beaucoup d'autres dans le monde, mais aussi les résistances qui sont en train de se construire et s'inventer face à Milei sont aussi porteuses de sens pour plein d'autres configurations ailleurs dans le monde. Et c'est ça qu'on va essayer de travailler pendant les quelques minutes qu'on a pour ce débat. Alors, juste peut-être là-dessus, peut-être Romaric, toi aussi, j'avais envie de commencer sur ce sujet un peu de pourquoi l'Argentine nous préoccupe, au-delà juste de l'élection de Javier Milei. Est-ce que toi, tu peux dire comment, parce que c'est un pays que tu suis depuis longtemps aussi. Alors, moi, il se trouve que j'y ai habité en 2002, en 2003, à un moment juste après la crise de 2001, et j'ai l'impression qu'il se joue encore quelque chose autour de cette crise de 2001 aujourd'hui dans l'élection de Milei, sur lequel on va peut-être revenir. Toi, peut-être, j'aimerais bien aussi t'entendre sur pourquoi le cas argentin est quelque chose d'important, bien au-delà de l'Argentine et bien au-delà du cône sud, pour comprendre quelque chose aux dynamiques en ce moment. Oui, merci. Effectivement, l'Argentine, ça peut paraître un peu anecdotique, mais pour moi, ça ne l'est pas, pour plusieurs raisons. D'abord, tu as évoqué donc, cette crise de 2001-2003. Ça a été une crise qui a été un peu, fondamentale, dans l'approche des crises de la dette, des crises liées à la dette, à la dollarisation. Et ça a fait écho, notamment lorsqu'est arrivée la crise de la zone euro en 2010-2015, quelque chose qu'à l'époque j'ai suivi aussi beaucoup, qui était la crise grecque. Et effectivement, tout le monde avait en tête ce qui s'était passé en Argentine une dizaine d'années auparavant. Donc c'est un choc qui n'est pas seulement en fait argentin, qui a été global, qui a structuré les pensées, et évidemment qui a marqué beaucoup les Argentins, donc ça a des effets aujourd'hui, on va en reparler. Mais voilà, c'est quelque chose qui est important. Et puis c'est vrai que en termes économiques, il y a une histoire particulière quand même de l'Argentine, d'ailleurs dont Milei profite et utilise très largement, en parlant un peu d'un paradis perdu, d'un pays qui était à un moment proche le pays le plus développé du monde et puis qui a chuté, voilà. Donc il y a cette mythologie-là, il y a la mythologie évidemment du péronisme et du mode de développement de la substitution des importations qui a été important aussi. Donc c'est un pays quand même qui est assez important en termes économiques. Et puis il y a le phénomène Milei qui en fait écho à une évolution au sein du néolibéralisme et de l'extrême droite qui est quand même assez intéressante, qui a commencé en partie avec le Brexit, mais qui est effectivement la façon dont
des idées libertariennes ou extrémistes au sein du néolibéralisme pouvaient se représenter, se renouveler, se représenter comme des idées révolutionnaires et des idées de changement. On va redéployer tout ça au fil de la conversation. Alors du coup, quand même, j'avais envie de revenir un peu sur l'actualité, enfin l'année électorale passée en Argentine. Pour rappel, il y a eu d'abord des primaires à l'été dernier qui ont permis à chaque parti de choisir leur candidat. Et c'est là déjà où Javier Milei a fait un très bon score. Mais je me souviens qu'à l'époque, on était en août et on se disait « Ok, il a fait un très bon score, mais... il y a 2 tours, il va se passer encore des choses. Il y avait toujours l'idée qu'à un moment, quand même, peut-être qu'il allait être freiné. Ensuite, il y a eu un premier tour où, justement, on a eu l'impression que le candidat péroniste, Massa, sur lequel on va sans doute revenir, pouvait quand même s'imposer. Et finalement, donc, un peu un triomphe de Javier Milei en novembre, avec 55% des voix, donc candidat libertarien, ce qu'on va essayer de décrire le mieux possible. Je rappelle, donc il a fait 14,5 millions de voix sur 36 millions d'électeurs possibles. Voilà, donc évidemment, Maricel, première question pour vous entendre là-dessus. Un peu, est-ce que vous pouvez nous redire quelles sont pour vous les grosses dynamiques, les ressorts de cette victoire, puisque je me souviens, à chaque fois, on disait « Oui, bon, c'est une création des médias, à un moment, ça va s'effondrer, ça va pas tenir. » Et finalement, bien plus que prévu, il a remporté de très loin cette présidentielle. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà quelques éléments d'explication ? Tout à fait. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je vais essayer en quelques mots de revenir sur ces moments. Alors, comme tu l'as bien dit, il y a eu des sélections, ce qu'on appelle les PASO en Argentine, les sélections primaires ouvertes obligatoires. Lors de ces sélections, tous les partis politiques se confrontent, en fait. Tout le monde envoie leur candidat. Milei est arrivé au PASO à surprendre, en fait, les opposants et à surprendre lui-même. Il était surpris du score, parce qu'il a obtenu 30% des voix. Il a fait un très bon score, mais il n'était pas, c'était pas encore, on voyait pas, enfin, il y avait des raisons de croire, en tout cas, que les candidats qui étaient à l'époque présidentiables, notamment d'un côté de la droite traditionnelle, qui avait gouverné l'Argentine entre 2015 et 2019, sous le gouvernement de Mauricio Macri, on avait des raisons de croire que des candidats sortis de cette droite-là pourraient avoir des chances de gagner les élections, étant donné qu'on était dans un contexte économique où le gouvernement en place était kirchneriste, en fait, c'est-à-dire c'est une aile progressiste du péronisme, de l'autre parti qui était le parti majoritaire en Argentine traditionnellement. Ces partis-là, ils étaient fragilisés puisque le gouvernement en place n'avait pas pu, en fait, avait eu un contexte vraiment très très compliqué suite à la pandémie, suite à une sécheresse la plus importante que l'Argentine ait vécue, où on avait perdu, je crois qu'autour de 3% du PIB. Enfin voilà, c'était un contexte économique vraiment très difficile avec une inflation qui était en montée. Dans ces contextes-là, pour les candidats péronistes, c'était difficile, mais il y avait des chances, en tout cas, du côté de la droite, d'une part, et d'autre part, du côté du candidat péroniste kirchneriste. On se disait aussi qu'il était possible que la droite soit divisée. Mais effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au sein même du camp de Macri savait que s'il s'est présenté aux élections primaires, il n'allait pas être candidat, il n'allait pas gagner ces élections-là. Suite à son gouvernement, il était assez décrédibilisé, en fait. Rappelons que c'était un gouvernement entre 2015 et 2019 qui avait, grosso modo, contracté la dette extérieure la plus importante du pays avec le FMI. Donc c'était un candidat assez décrédibilisé et effectivement au sein du macrisme, la candidate qui a été élue lors des primaires pour se présenter comme candidate à la présidentielle, c'était Patricia Bullrich. Patricia Bullrich qui est, peut-être qu'on reparlera, mais c'était l'aile dure de la droite. Cette candidate, finalement, a obtenu la 3e position lors de la présidentielle. Donc, et Massa, qui était le candidat du côté du kirchnerisme, a obtenu la 2e position. Donc, il a perdu la présidentielle lors du ballottage. Alors qu'il avait fait une très bonne campagne, surtout entre les 2 tours, et il avait des chances, mais visiblement, il n'y a pas eu de barrage contre l'extrême droite, là. C'était plutôt... il n'y a eu pas de barrage du tout, au contraire, Milei, et ça c'est l'une des raisons de sa victoire, en partie
parti a eu absolument tous les votes de la droite, c'est-à-dire que les votes sont reportés automatiquement, ou pas si automatiquement que cela, mais à Milei, au candidat à l'époque Milei. Et c'est donc avec le soutien de la droite traditionnelle qu'il a gagné. Pour comprendre en fait les raisons de sa victoire, il faut dire aussi que c'était un candidat médiatiquement très percutant, qui faisait les buzz et a fait campagne sur la base de cette image que tout le monde a vue, la tronçonneuse. Et la première chose qu'il a faite, en effet, on reviendra, c'était découper absolument tout ce qui est resté de l'État. Donc il a diminué la quantité des ministères, etc. On y reviendra. Mais disons qu'il avait fait une campagne sur la base de l'insulte aussi aux opposants, sur la base de images très virulentes, très violentes aussi sur les médias, images qui ont attiré en tout cas une partie de la population qui était fatiguée d'avoir des gouvernements de droite ou progressistes qui, selon eux, ne réussissaient pas à sortir le pays de la situation dans laquelle il était. Donc il a bénéficié, je dirais, d'un soutien d'une bonne partie des classes moyennes, bien sûr, des classes moyennes traditionnelles qui avaient voté déjà dans le passé pour la droite, qui l'ont soutenu massivement. Une partie des classes populaires aussi, et ça c'est relativement nouveau en fait, classes populaires vis-à-vis desquelles le péronisme, qui était le parti classiquement qui attirait les classes populaires, avait perdu en fait la main un petit peu, on pourra y revenir, et qui ont voté dans l'espoir en fait de voir un changement, dans l'espoir de voir un changement, d'améliorer la situation économique du pays, pas forcément attirés par l'idéologie d'extrême droite de Milei, ni par ses idées soi-disant libertariennes, on pourra revenir avec sur cette auto-présentation de lui. Mais donc, il y a cela. Donc, je dis à la droite, un soutien des classes populaires, un soutien des classes moyennes, une envie de changement qui a primé. Moi, quand j'étais en reportage, on parlait beaucoup aussi pour essayer de comprendre ce vote des jeunes, des plus jeunes pour Milei. On parlait beaucoup de l'effet de la pandémie. Je me demandais sur justement le fait que il y a une politisation à travers des écrans, dans la sphère privée, de beaucoup de ces jeunes qui sont en âge de voter aujourd'hui et qui ont découvert la politique et Milei en regardant des vidéos pendant le confinement. Est-ce que là-dessus, il commence à y avoir quand même, parce que c'est difficile à vérifier, c'est difficile avec un peu le recul là, des élections et de cette dynamique, est-ce qu'on peut dire les choses de manière plus certaine là-dessus, par exemple, sur le rôle qu'a joué la pandémie dans l'ascension d'un leader d'extrême droite pareil? Oui, alors il y a des choses que les chercheurs et chercheuses, des collègues argentines, sont en train de montrer de plus en plus, mais il y a énormément de choses à faire encore. Donc cela dit, il y a des choses qu'on peut déjà avancer. Il y a des travaux, par exemple, qui montrent que dans les camps de Milei, où la plupart des jeunes sont quand même par exemple anti-féministes, il y avait un clivage très fort à droite, des jeunes qui à l'époque étaient mobilisés fortement contre la légalisation de l'avortement en Argentine. Rappelons que c'est donc une loi qui est passée en 2021. Ces jeunes-là se sont rassemblés massivement derrière Milei. Effectivement, ils l'ont connu non seulement via les réseaux sociaux, via les réseaux non traditionnels, mais aussi dans les réseaux traditionnels, puisque Milei, rappelons qu'il a travaillé 20 ans pour la Corporation América et il intervenait très fréquemment dans la chaîne des télévisions en fait América, et donc il était connu depuis quelques années, ça date pas il y a longtemps, mais depuis quelques années, entre 2018 et 2020, il était connu dans des émissions People, où il parlait de l'économie, où il critiquait énormément l'État, les gouvernements, etc. Donc c'était là déjà où il s'est fait connaître, et aussi parce qu'il faisait des conférences dans les places de la ville de Buenos Aires et aussi dans le reste du pays, et des conférences où il s'est adressé à la jeunesse et il proposait ces soi-disant nouvelles idées libertariennes sur comment sortir le pays de la crise. Donc c'est là où il a pu rallier une partie de ces jeunes. Il y a aussi, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une partie des jeunes femmes, par exemple, les jeunes qui les suivent, c'est massivement des hommes, des hommes entre 18 et 25 ans, donc c'est intéressant aussi à dire. Mais il y a une partie quand même des femmes, il y a des collègues, comme par exemple Melina Vasquez, qui étudie notamment cette composante des femmes qui se disent féministes tout en appartenant à cette extrême droite des Milei. Donc il y a des choses à... D'ailleurs, j'ai vu qu'une des dernières mesures, c'est l'interdiction de tout type de langage inclusif, et qu'il a vraiment décidé d'en faire un axe central
de son mandat, ce qui n'était pas forcément si évident pendant la fin de campagne. Mais bon, peut-être, Romaric, je voulais t'entendre, puisqu'on est en train un peu de poser le paysage, la proposition numéro 1 de Javier Milei sur la dollarisation. Ce serait peut-être bien de t'entendre là-dessus et de donc lui dit qu'il tient en fait le remède absolu au mot de l'économie argentine, consiste de basculer du peso au dollar. Est-ce que tu peux nous redécrire un peu cette proposition et peut-être nous dire ce qu'elle est devenue pour l'instant et quel serait un peu le calendrier, etc. Parce que c'est quand même un des trucs les plus emblématiques. Oui, alors ça a été effectivement un point important du programme économique de Javier Milei de proposer la dollarisation. Alors la dollarisation, c'était une dollarisation intégrale, l'idée de départ, sur laquelle il a travaillé, qu'il a proposé pendant la campagne, c'était de vraiment faire un choc, c'est-à-dire de remplacer le peso argentin par le dollar en un coup, en fait, de transformer, de vraiment changer tous les actifs dénominés en peso en dollars. Et donc de ce choc-là, en fait, ça devait entraîner, et ça aurait effectivement entraîné une réduction massive de l'inflation, tout simplement parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de dollars. Donc il y a une baisse de la circulation monétaire, une baisse de la monnaie disponible, en fait, et effectivement, quand vous n'avez pas de monnaie, vous n'avez pas d'inflation, mais je dirais vous n'avez pas d'économie non plus. Donc c'est quand même un vrai problème. Donc l'idée qu'il avait, c'était de faire ce choc en s'appuyant en fait sur il y a trois pays, il y a trois pays en Amérique latine qui ont basculé sur la dollarisation. Depuis très longtemps, le Panama, qui est une dollarisation un peu de fait, puisqu'il y a toujours une monnaie officielle au Panama, mais elle n'est pas utilisée en fait. Donc ils utilisent le dollar, mais ça date de 1904, donc c'est de l'indépendance du Panama. C'est un peu ancien. Le Panama, c'est particulier, le revenu du canal, etc. Bon, bref. Le deuxième pays, donc, c'est le Salvador. Où d'ailleurs on a une tentative d'utiliser le Bitcoin, mais le Salvador dépend beaucoup en fait des envois des immigrants salvadoriens aux États-Unis, et donc effectivement il y a des entrées de dollars qui sont importantes. Et puis le troisième, qui est plus intéressant à mon avis, c'est l'Équateur, donc qui a basculé en 2002 sur le dollar. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que l'Équateur, effectivement, a réglé ses problèmes d'inflation, mais n'a pas réglé ses problèmes économiques. Je rappelle que c'est un pays qui, aujourd'hui, est en crise sécuritaire profonde, crise sécuritaire qui fait suite à une crise économique qui a commencé il y a très longtemps, enfin, autour de 2014. Et la dollarisation, évidemment, n'a pas réglé ce problème-là. Donc, en Argentine, la dollarisation, ça a été quand même une expérience assez incroyable, parce que c'est quand même un grand PIB, enfin c'est le deuxième PIB de l'Amérique latine, et c'est vrai qu'il y a une préférence des Argentins pour le dollar, parce qu'il y a une défiance vis-à-vis de la monnaie nationale qui est traditionnelle, qui n'est pas, par exemple, qui n'est pas le cas au Brésil ou au Chili. Donc c'était l'argument de Milei de dire, en fait les gens... Moi, je suis libertarien, donc c'est le choix des gens. Les gens choisissent le dollar, ils auront du dollar. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a un problème, il y a un déficit de la balance courante en Argentine. Donc, il y a plus de dollars qui sortent que de dollars qui rentrent. Et effectivement, dans ce cas-là, il y a un problème, en fait, d'utiliser le dollar pour faire fonctionner l'économie. Quand il est arrivé au pouvoir, en fait, il s'est rendu compte de ça très vite. Donc, il a abandonné cette option du choc de dollarisation pour le transformer en fait par une priorité donnée à la lutte contre l'inflation via des politiques d'austérité qui en fait sont censées réduire en fait les déséquilibres extérieurs, et à partir de ce moment-là de pouvoir faire cette dollarisation une fois que l'Argentine serait en excédent courant et en excédent budgétaire. Mais évidemment, pour arriver là, il faut faire une politique d'austérité extrêmement violente, parce que effectivement, le pays ne fonctionne pas sur un mode où elle peut s'ajuster sur les entrées de dollars. C'est effectivement pas comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est la phase dans laquelle on est actuellement. Mais c'est vrai qu'il me semble que, en tout cas, cette option de la dollarisation n'a pas été complètement... Elle a été mise en suspens, mais elle n'a pas été abandonnée.
Oui, elle est pas, parce que tu parlais un peu au passé, on ne sait pas encore exactement si ça va... Ouais, ouais. Juste peut-être là-dessus, une fois qu'on a vu ça, il y a une question qui nous importe maintenant pour le mandat qui arrive, parce qu'il y a eu énormément d'inquiétudes, voilà, évidemment après l'arrivée de Javier Milei au pouvoir. S'il a gagné la présidentielle, la situation au niveau législatif pour Milei est beaucoup plus compliquée. Ce serait bien d'avoir un peu un éclairage là-dessus. Je reprenais les chiffres pour préparer cet échange. On a un congrès des députés qui est constitué de 257, alors je ne sais pas pourquoi c'est aussi pas rond, mais en tout cas 257 députés, une majorité du coup à 129, et le parti de Javier Milei n'a que 40 députés, puisqu'en fait c'est un renouvellement par tiers du Congrès, et donc cette fois-ci il a obtenu beaucoup de députés, mais c'est la première fois, c'est la deuxième fois qu'il se présentait à des législatives. Est-ce que du coup vous pouvez nous dire un peu quel est l'espace, comment il gouverne, est-ce qu'il a des chances de passer des textes ou rien, comment ça va se passer? Oui, c'est une excellente question. Alors, Milei, quand il est arrivé au pouvoir, il savait qu'il avait une minorité au Parlement. Le Parlement argentin a renouvelé sa chambre, comme tu l'as bien dit, d'un tiers, et donc il avait pu faire entrer plus de députés de ce que son parti, son alliance plutôt, la Liberté Avance, n'avait. Ils étaient juste 3 avant l'arrivée des Milei, donc maintenant ils sont un peu plus, mais il n'empêche qu'ils étaient minoritaires. Donc il savait qu'il allait devoir s'appuyer sur la droite, notamment. Alors, une droite qui est, comme je l'ai dit, divisée déjà du point de vue partisan. En fait, cette droite, il y a une partie maintenant qui les suit, qui soutient toutes ces mesures. Par exemple, le décret national d'urgence, le DNU, qu'il a présenté en tout cas le 29 décembre dernier, qui est un méga décret avec 80 pages et 300 mesures, 300 articles qui cherche en fait, en tout cas, à abroger énormément des lois, plus une centaine de lois argentines, donc par décret, et qui est en vigueur en Argentine depuis décembre dernier. C'est un décret qui maintenant vient d'être refusé au Sénat. Au Sénat, il est aussi minoritaire, Milei. Et alors, parmi, par exemple, les votants qui ont soutenu quand même, il vient d'être refusé par 40 votes contre, en fait, et 25 pour, il y a eu quelques abstentions. Ceux qui ont voté pour ce décret, qui ont suivi le gouvernement de Milei, il y a une partie des votants radicaux. Alors, radicaux, ça veut dire qu'ils ne sont pas radicaux, sont plutôt des droites, mais ils viennent sont très conservateurs, en tout cas, ils viennent d'une droite qui est l'Union civique radicale. C'est l'autre grand parti. À une époque, il y avait 2 partis en Argentine, c'était un système bipartidiste, avec le péronisme d'un côté, le Parti socialiste, et de l'autre côté, l'Union civique radicale. Donc, il y a une partie de ces radicaux qui ont voté pour, il y a une partie quand même qui ont voté contre, c'est-à-dire la droite, elle est aussi divisée, une partie suit Milei et une autre partie non. Donc, il a été rejeté, ces décrets. En député, je pense que la situation, ça va être aussi compliquée, puisqu'il y a une partie de la droite il se peut qu'il vote pour ces méga décrets, non pas parce que, du point de vue de la forme, il serait d'accord, puisque c'est un méga décret qui est considéré déjà comme anticonstitutionnel par plusieurs juristes constitutionnalistes argentins, en fait, et Argentine, où il y a plus d'une vingtaine de plaintes envoyées à différents tribunaux, en fait, administratifs, et aussi à la Cour suprême de justice contre ces méga décrets. Donc il se peut, au sein des députés, qu'ils soient rejetés de nouveau. Ou peut-être que non. La situation est telle que la droite elle est fragmentée et le gouvernement de Milei va devoir faire tout un travail pour convaincre en fait ces députés qui sont indécis, qui ont peur simplement. Il y a une partie des députés qui ont peur, une autre partie qui croit que Milei va leur porter préjudice, puisque ça a déjà menacé en fait tous ceux et celles qui s'opposeraient à ces politiques. Les a menacé de leur envoyer leurs trolls, je cite, leurs trolls sur les réseaux sociaux pour faire une campagne des prestiges de ces députés. Donc il y a une partie qui ont peur, puisqu'ils les députés représentent les provinces argentines, c'est un pays fédéral. Donc les provinces argentines qui sont déjà dans des situations économiques très difficiles, parce que Milei leur a coupé tous les financements qui venaient du niveau national, de l'échelle nationale, qui est un financement qui devait arriver aux provinces par loi, une loi
loi qui s'appelle la loi des coparticipations fédérales, leur a coupé ces financements, qui est le financement qui permet par exemple de payer les enseignants, de payer... voilà. Donc les provinces sont aussi dans des situations où enfin, des situations de crise tellement importantes qu'elles craignent, les gouvernements des provinces craignent des crises sociales comme celles qu'on a vécues déjà en Argentine dans les années 90 où il y a eu des provinces paralysées justement parce qu'elles ne pouvaient pas, à cause des grèves, des conflits divers et variés, à cause du fait qu'elles ne pouvaient pas, par exemple, payer leurs enseignants. C'est la situation des Jujuy dans les années 90, mais aussi d'autres provinces argentines comme Santiago del Estero. Oui, peut-être avant de te redonner la parole, Romaric, je voulais du coup, là j'ai quand même envie de vous poser la question un peu sur déjà où en sont les mouvements sociaux et où en sont celles et ceux qui suivent un peu l'actualité argentine, on voit comme ça des éclats. Très récemment, le 8 mars dernier a été une journée assez incroyable, apparemment à Buenos Aires, encore une fois, avec Ni Una Menos, notamment le collectif des féministes qui luttent contre les féminicides et qui ont obtenu notamment, enfin qui sont l'un des collectifs qui ont obtenu le droit à l'avortement en 2021, sont très mobilisés, notamment contre Milei. Nous, Maricel, on s'était connus au moment des contestations à Jujuy, vous l'avez dit, donc là, Jujuy, c'est vraiment une province dans les Andes avec la question extrêmement prégnante de la lutte contre l'extractivisme minier. Il y a énormément de luttes évidemment sur les questions écologiques, féminisme, etc. Mais est-ce qu'il y a eu une grève, par ailleurs en janvier, qui a été lancée par des syndicats plutôt proches du péronisme? Donc on voit comme ça des espèces de morceaux de choses. Mais est-ce que... Et puis il faut dire aussi que pour l'instant c'était l'été là-bas, donc c'était aussi les vacances. Est-ce que là vous pensez que... Comment va être la rentrée? Comment vous voyez la configuration de la rue? Si on peut dire quelque chose là-dessus. Oui, c'est une question importante. Je pense qu'il y a les conditions là d'une confluence des luttes. C'est ça la question. C'est extrêmement important puisqu'il y a eu déjà dans les passés des cas, décembre 2001 c'en est un, mais aussi les années 90, où on a vu véritablement des secteurs, des enseignants, de la culture, des travailleurs, des syndicats en fait, et lutter ensemble. Là, ça s'ajoute le fait que le mouvement féministe des femmes et féministe qui est très large, varié, divers en Argentine, c'est largement mobilisé, notamment à partir de 2015, mais c'est un mouvement qui s'appuie, je tiens à le dire, sur un mouvement vraiment de longue durée. Et il faut vraiment mettre l'accent sur cela parce qu'il s'appuie sur un mouvement pour les droits humains qui a déjà commencé dans les années 70 et qui a lutté contre la dictature militaire en Argentine. Et donc, c'est sur cet héritage-là que ces mouvements s'appuient. Maintenant, il est un mouvement très fort et un mouvement qui va au-delà des frontières des classes, même si c'est encore difficile. Il y a des clivages très importants. Et c'est un mouvement qui va au-delà des classes sociales, qui va au-delà de la ville de Buenos Aires. À un moment donné, on croyait que le phénomène MeToo, c'était un phénomène qui était un peu relégué à la ville de Buenos Aires, relégué aux classes moyennes ou aux classes aisées, et un secteur un peu, voilà, du point de vue du capital culturel, du capital scolaire plutôt élevé. Cependant, c'est un phénomène qui a réussi quand même à aller au-delà des frontières sociales, je dirais, même si c'est encore compliqué. Et donc, on voit énormément des collectifs de femmes dans les provinces argentines, et ça c'est relativement nouveau, des collectifs de femmes qui sont à la fois luttent pour les droits des femmes et pour les violences contre les femmes, avec un succès assez important, il faut le dire, des politiques de l'ancien gouvernement kirchneriste, en fait, qui a réduit par exemple la maternité adolescente, qui a réussi à réduire en partie les violences contre les femmes, les féminicides, même si là on voit des statistiques qui sont vraiment affolantes. Donc ces collectifs des femmes luttent pour les droits des femmes, pour les droits sociaux, et il y a aussi une confluence avec toutes les luttes environnementales. C'est-à-dire que c'est une nouvelle jeunesse, par exemple à Jujuy, qui sont mobilisées aussi contre les politiques extractivistes favorisées par le gouvernement actuel de cette province. C'est une province où il faut savoir qu'il y a des ressources naturelles en matière de lithium qui sont très importantes, enfin, au niveau mondial, et donc c'est un enjeu majeur. Et c'était un gouvernement qui s'est dit contraire au gouvernement national actuel, mais qui était surtout contraire au kirchnerisme, en fait, et à la politique d'État menée par le gouvernement de Kirchner, qui était aussi extractiviste, mais bon, c'était voilà, une politique d'État. Donc il y a vraiment, et vous saviez parler aussi de la grève des janvier, c'était un moment très important parce que c'est non seulement une grève appelée par la CGT, donc le syndicat principal en Argentine, mais aussi accompagnée par d'autres syndicats, comme la CTA, la Centrale des travailleurs argentins, qui avait joué un rôle central dans la lutte contre le néolibéralisme déjà dans les années 90 et qui a rejoint aussi la lutte fortement. Et ça va au-delà des syndicats.
syndicats, en fait, à plein de collectifs de travailleurs qui appartiennent pas forcément à ces deux syndicats. Par exemple, les travailleurs de la culture. Là, ils sont fortement attaqués puisque l'agence TELAM, qui est l'agence la plus importante des nouvelles, enfin des médias latino-américains, viennent d'être fermés parce que le gouvernement de Milei vient d'attaquer aussi l'Institut national de cinéma, qui est une institution majeure en Argentine, qui a justement permis que, par exemple, le cinéma argentin, qui est très connu dans le monde entier, puisse se développer. Donc maintenant, ils sont attaqués. On a eu, là, il y a 2 jours, des répressions de ces travailleurs et des jeunes qui accompagnent ces luttes. Donc oui, il y a un contexte répressif, en fait, en tout cas très important, et qui peut amener à plus d'union contre ces gouvernements. Oui, je signale là-dessus qu'un des enjeux même de la mobilisation pour poursuivre effectivement sur la question de la répression des manifestations, là je pense qu'il y a vraiment un enjeu y compris à l'intérieur du pays. Là-dessus, on a essayé de nouer un partenariat avec une revue qui s'appelle Crisis en Argentine et qui a essayé de monter un observatoire un peu des différents endroits où la répression peut avoir lieu, peut être dénoncée. Donc c'est un travail qui est mené avec des chercheurs et qu'on va essayer, nous, de suivre une fois par an, on s'est dit, pour voir justement comment évoluer ces droits-là. Juste peut-être, avant d'ouvrir les questions à la salle, et je me tourne vers Amélie, je me pose une dernière question à Romaric, si vous m'y autorisez, puisqu'on a parlé effectivement sur le front économique de la question de la dollarisation. Mais en fait, évidemment, il y a bien plus de mesures qui sont en jeu. Maricel, vous avez parlé du plan, enfin du projet qui n'a toujours pas abouti de réduction, d'austérité, etc. Romaric, dans Mediapart, toi, tu as fait un papier qui dit, en gros, mais peut-être que tu vas vouloir me corriger, le libertarien des débuts est en train de se transformer un peu en un néolibéral plus traditionnel, on va dire. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas du tout ça? Et tu nous dis. Alors, l'idée, c'était, peut-être on y reparlera, mais c'est vrai que Milei s'est présenté vraiment comme libertarien. Il a beaucoup évoqué la figure de Murray Rothbard, donc, sur lequel on a fait des articles. Il y a un article dans Le Crieur sur ce trimestre sur ce penseur américain. Mais il avait d'autres références. Hein. C'est un peu une bouillie, hein, la pensée de Milei. C'est vrai qu'il avait d'autres références. Milton Friedman, qui est pas du tout libertarien. Robert Lucas, alors qui est l'inverse total du libertarien, qui est vraiment un économiste orthodoxe classique. Et puis effectivement, il avait des positions. En tout cas, il a fait campagne. Il a montré ce caractère, cette capacité qui prétendait avoir à changer, à bouleverser, à révolutionner le pays autour de ce programme libertarien. Ce programme libertarien donc, qui plaçait la liberté de choix en avant. Mais le problème de ce programme, c'est qu'effectivement, ça a des conséquences en termes notamment de société, de choix de société, qui sont complètement inverse des choix qu'il a fait. Tu as évoqué ce choix qui peut paraître totalement anecdotique d'écrire dans les textes officiels selon la doctrine de l'Académie royale espagnole, un espagnol très pur. Ça, c'est pas le libertarianisme, en fait. Le libertarianisme, en théorie, si l'écriture inclusive, elle l'emporte sur le marché, il écrit l'écriture inclusive. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Sur le plan économique, en fait, la dollarisation, c'était vraiment le choc qui permettait de faire véritablement une politique purement libertarienne, parce que, pour le coup, on choisissait le mode de paiement, en fait on libéralisait le choix du mode de paiement en imposant en fait le choix des Argentins qui serait le dollar. Là en fait il est passé, avec toutes les questions d'alliance, avec la droite traditionnelle qu'on a vue, sur une position effectivement plus classiquement néolibérale, de politique d'austérité pour parvenir à la dollarisation. Mais à mon sens, c'est une politique néolibérale qui n'est pas classique, mais qui est en fait radicalisée. C'est-à-dire qu'on est passé d'un libertarianisme de campagne, on va dire, à un néolibéralisme totalement radicalisé, parce que
quand même dans le DNU, donc dans le décret qu'on a évoqué, il y a des choses qui sont extraordinairement violentes. Et dans la loi Omnibus, qui est une autre loi qui reprend aussi beaucoup de mesures, qui est actuellement bloquée au Parlement. Le décret, il est appliqué, il n'est pas validé encore, mais il est appliqué. La loi Omnibus, elle n'est pas passée. Et dedans, il y avait quand même des choses extrêmement fortes, avec notamment une forme de dictature économique. C'est-à-dire qu'on donnait au président de la République, au président argentin, pas président, mais au président argentin, les pleins pouvoirs en matière économique. C'est d'ailleurs pour ça que c'est bloqué actuellement en partie au Congrès. Et donc ça, c'est quelque chose quand même de très radical par rapport même à des stratégies du choc classiques qu'on a vues dans les années 80, 2000, etc. Donc on a coupé tous les travaux publics. Il n'y a plus de travaux publics financés par l'État fédéral en Argentine. On l'a dit, les transferts aux provinces, c'est-à-dire les salaires des fonctionnaires des provinces, etc. Donc là, on est quand même sur un néolibéralisme extrêmement radicalisé qui vise en fait à vider l'État argentin et les provinces argentines de leur sève, en fait, et avec la conclusion qui viendra d'elle-même, qui consistera à dire, voilà, on va remplacer tout ça, en fait, par des agents privés. Donc, il y a eu une évolution stratégique, je dirais, parce qu'effectivement, il faut convaincre une partie de la droite de se relier, mais le projet, il est quand même extraordinairement radical et extraordinairement violent. Merci beaucoup. Du coup, je vous propose qu'on ouvre un peu la discussion. Juste avant, je pensais en t'écoutant, j'ai oublié de dire tout à l'heure que, par ailleurs, pour compliquer un peu tout ça, le président du Congrès n'est autre que Martín Menem, des députés, ouais, c'est ça, si je ne me trompe pas, qui est donc le neveu de Carlos Menem, le président argentin dans les années 90, et qui indique quand même à la fois cette manière qu'il a eu d'attirer des droites dures, mais on va dire plus traditionnelles, mais aussi, voilà, c'est le courant néolibéral que tu décrivais là. Ouais, madame, il y a une question. Tac. Et monsieur. Bonjour. J'ai l'impression, en vous écoutant, que Milei fait un peu un écran de fumée avec des trucs, voilà, son chien et je ne sais plus quoi d'autre, et aussi des lois très liberticides, et qu'en fait, c'est vraiment un néolibéral à l'ancienne. Je rappellerai, si je ne me trompe pas, qu'il est économiste en chef à HSBC. Donc, c'est pas un mariole, il est vraiment là pour quelque chose, et ce quelque chose, ça s'appelle le capitalisme. Je voudrais bien avoir votre point de vue là-dessus. On prend... Oui, alors au début, je voulais poser une question à laquelle vous avez plus ou moins répondu, qui était doit-on s'attendre à une accélération de la violence, de la répression sous le gouvernement Milei? Donc on a compris que plus ou moins oui, mais plus précisément, est-ce qu'on a une idée du visage que prendra la répression, que ce soit en termes de maintien de l'ordre ou même en termes législatifs, sous le gouvernement Milei? Merci. Okay. Quelle est la position de FMI vis-à-vis de ce gouvernement-là? Sur la répression. Non mais vas-y, fais l'économie. Comme tu veux. Bon, alors on va répondre déjà aux trois premières questions, en tout cas en ce qui me concerne. Donc évidemment, bien sûr, c'est la position de répression de l'État argentin, des mouvements sociaux, c'est une position qui favorise le secteur public extrêmement concentré en Argentine. C'est un pays un peu d'oligarques, souvent dans l'agro-exportation. Donc effectivement, voilà, quand je disais il s'est présenté comme révolutionnaire, il s'est présenté comme révolutionnaire. Il n'est pas révolutionnaire. C'est une stratégie pour pouvoir effectivement faire une des lubies des classes dominantes argentines traditionnelles, qui est
d'abattre l'État argentin et les mouvements sociaux et les syndicats et les choses comme ça. Ça me paraît assez clair. Sur le FMI soutient pleinement la politique de Milei. On a eu plusieurs communiqués du FMI qui ont soutenu de façon appuyée les choix qui ont été faits par le gouvernement de Milei en Argentine, et on a eu aussi le déblocage de plusieurs lignes de crédit qui étaient en discussion avant l'élection et qui ont été débloquées depuis, qui apportent des dollars frais au gouvernement. Donc on a vraiment un soutien, je dirais, inconditionnel pour le moment du FMI à la politique Milei. Sur la question de la répression, c'est une question très importante, et le gouvernement de Milei a décidé de mettre à la place du ministère de la Sécurité la figure de Patricia Bullrich, qui avait déjà été ministre de la Sécurité sous le gouvernement de Mauricio Macri en 2015-2019, qui avait déjà eu des plaintes pour avoir participé, pour avoir ordonné en fait la répression des mouvements autochtones notamment. Donc c'était pas quelqu'un qui a une expérience politique géante, enfin depuis sa participation aux guérillas dans les années 70 jusqu'à l'extrême droite, c'est-à-dire qu'il a fait tout l'arc politique qu'on puisse imaginer. À la place du ministère de la Sécurité, la première décision qu'elle a faite, c'est de décider par décret un protocole de la sécurité et de l'ordre public, en fait, qui empêche notamment, par exemple, de manifester sur la rue. Donc, en fait, toutes les forces de la sécurité du gouvernement de Milei actuellement contiennent les manifestants et les obligent à manifester seulement sur les places publiques. Et encore, on a vu les images, là, il y a 2 jours, contre les travailleurs de la presse, que je disais, les travailleurs de la culture aussi, comment ils les sont réprimés, avec des gaz lacrymogènes, directement avec un travail, un peu comme on a vu là, avec la police ici, des NARS, merci. En les encerclant comme cela, ils en sont détenus plusieurs personnes, des travailleurs de la presse, en fait, il y avait plus d'une vingtaine de journalistes détenus. Donc vraiment, c'est un gouvernement qui s'est dit, pas de gradualisme, et là, il se distingue complètement du néolibéralisme passé, hein, c'est pas des gradualismes, c'est-à-dire mesures de choc, mesures économiques de choc, mais aussi mesures sociales de choc et contre les travailleurs. Et donc là, il s'est assuré d'avoir un système répressif suffisamment fort pour justement contrôler et neutraliser absolument toute manifestation des protestations. Donc de ce point de vue-là, on peut s'attendre que ce soit encore plus violent, puisqu'il va y avoir des nouvelles grèves, il va y avoir de nouvelles actions des différents secteurs de la société. Et d'ailleurs, juste là-dessus, il y a un enjeu, je crois, aussi sur, pour l'instant, les relations entre le ministère de la Sécurité et le ministère de la Défense, avec ce que ça peut vouloir dire. Pour l'instant, il y a une séparation qui existe. Mais vu le passé argentin et tout, c'est une question qui est posée. Mais ça demande des enquêtes, etc. Et l'autre chose que je voulais dire, juste, vous avez fait allusion aux chiens tout à l'heure. Alors c'est vrai que j'ai pas refait le côté un peu folklorique du personnage, mais peut-être que c'est quand même, moi, l'impression que j'ai eue pendant la campagne, où c'est à la fois drôle, donc il considère que ses chiens sont ses enfants, et il a fait cloner notamment le chien dont il était très proche, et dont il existe désormais plusieurs exemplaires qui sont chez lui, et qui s'entendent mal, etc. Tout ça est à la fois assez pittoresque, mais derrière, je pense que ça va avec le personnage très agressif sur les plateaux télé, sur le rapport... il y a quelque chose sur un peu la folie du personnage, même si j'aime pas trop utiliser ce mot, qui renvoie quand même, c'est pour ça que j'ai posé une question tout à l'heure sur la pandémie et l'après-pandémie, sur le mal-être, l'agressivité de beaucoup de gens qui sont allés aussi élire Milei, et je pense qu'il y avait un effet miroir pour toute une partie de l'électorat, et que ça a joué. Et c'est-à-dire, c'est pas un détail et c'est pas juste un truc carte postale pour se singulariser, mais il y a des gens vraiment qui se sont retrouvés dans ce type d'attitude. Mais ouais.
Oui, c'est ça. C'est son chien qui parle avec lui. Non, juste ajouter un élément important à ce qui vient d'être dit, c'est sur le fait que Milei s'est présenté aussi avec un récit, en fait, à la différence justement du candidat qui a perdu les élections, le candidat péroniste, qui n'avait pas vraiment un récit, qui s'est montré, voilà, qui avait du mal d'ailleurs à défendre son bilan. Lui, s'est présenté avec un récit auto-mystificateur, par ailleurs. Hein, je le vois comme un personnage qui mystifie son public de façon assez efficace. Et tout un récit où il situe l'Argentine dans une époque soi-disant de gloire, d'or, en fait, c'est tout simplement faux. Donc, il utilise l'histoire. Il se situe vraiment dans la post-vérité de ces points de vue-là. Il y a une manipulation de l'histoire qui est assez flagrante. Là, il y a toute une campagne, en fait, historiennes argentines, justement, avec le soutien notamment des collègues à l'international, pour montrer cette manipulation de faits, en fait, des faits qui sont avérés. L'Argentine n'a jamais été la première au monde. Loin de là, c'était une oligarchie, en fait, à l'époque. C'était juste appelé le grenier du monde, mais bon, la réalité, c'était tout à fait différente. Ouais. Bonjour. Vous rappeliez donc que Milei, il veut vraiment réduire la place, le poids de l'État au minimum. Moi, je voulais vous demander, pour vous, parmi ceux qui ont voté pour Milei, quel poids ça prend encore justement cette volonté de réduire l'État au minimum en Argentine? Vu d'ici, ça peut paraître... voilà, quand on sait qu'il y a plus de 40% de pauvreté, justement, la place de l'État social pour ceux qui continuent ou pas à soutenir Milei dans la population argentine. Oui, sur cela, on peut dire... Bonjour. Quels sont les réseaux de Milei? Parce qu'il s'est beaucoup mis en scène pendant la campagne, mais est-ce qu'il est proche des oligarques? Qui marche un peu avec lui? Est-ce que c'est des gens qui ont financé sa campagne? Est-ce que c'est des gens qui sont encore proches de lui et qui lui demandent un peu des comptes aujourd'hui? Voilà, quels sont un peu ces réseaux? Dernière question courte. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir comment vous pouvez expliquer le fait que, dans un contexte de grande mobilisation sociale, beaucoup d'agitation sociale, finalement, Milei a pu s'imposer dans les élections. Est-ce que cela ne correspond pas à un rejet majoritaire de la classe politique, comme on voit dans d'autres... Je suis chilien et je compare la situation avec celle qui s'est produite avec la révolte sociale de 1919. Ça veut dire une révolte sociale qui va au-delà des positions politiques traditionnelles et qui marque un rejet contre la classe politique en général, situation qui est récupérée par l'extrême droite. Oui, plusieurs choses à dire. Alors, sur la première, la question de l'État social, en effet, c'est tout le paradoxe. Hein, comment une bonne partie des votants de Milei appartiennent à ces classes populaires qui étaient bénéficiées et qui continuent à être bénéficiées par cet État social. Je pense que dans ces classes populaires, ce qui a joué Milei, c'est le fait qu'il s'est appuyé sur une espèce de clivage moral, hein, moralisant la chose, en disant les travailleurs, ceux qui travaillent tous les jours, qui sont les gens des biens, il les a définis comme ça, contre ceux qui sont jugés comme étant des bénéficiaires des politiques sociales, des feignants, etc. Bon, ces clivages, malheureusement, a bien marché. Et donc, il y a une partie des classes populaires qui ont voté massivement pour lui. Mais c'est chez les classes populaires où on voit aussi les premiers déçus du gouvernement de Milei. Quand vous regardez, en fait, les personnes qui voient, tout simplement, n'arrivent pas à payer le loyer à la fin du mois parce que le marché a été dérégulé, ou ils n'arrivent pas, avec leurs salaires qui n'ont pas augmenté, à manger, tout simplement, puisque les produits et les prix, en fait, des aliments ont augmenté de façon assez importante, 40% d'augmentation des prix, là, ou des familles des classes moyennes, voilà, qui peuvent plus se soigner, puisque la médecine a aussi augmenté, sa marché dérégulé a augmenté 400%. Bon, ces gens-là, voilà, sont déçus du gouvernement de Milei, qui s'appuie sur cela. Donc, l'attaque, en fait, à l'État, qui est centrale dans son discours, le fait de vouloir réduire l'État à minimum, il faut relativiser ces discours, puisqu'il n'a pas réduit à minimum, c'est-à-dire que la fonction répressive, elle est toujours importante. La main droite de l'État, en tout cas, elle est toujours importante. Mais effectivement, c'est un paradoxe qu'il faut continuer à pouvoir expliquer. Justement... Juste là-dessus, je te repasse la parole. Moi, j'ai aussi l'impression, mais alors dans des bidonvilles, vraiment, que le vote ultra populaire, vraiment de l'extrême pauvreté, a quand même tenu pour les péronistes.
justement sur le côté aide sociale, etc. Et par contre, c'est un peu la classe un tout petit peu moins pauvre qui a été séduite par ce discours. Non, juste pour expliquer, parce que sinon ça peut faire effectivement, c'est sidérant de voir autant de personnes qui votent pour la réduction et la fin de l'État, etc. Mais moi j'ai eu l'impression que les péronistes avaient quand même tenu, mais peut-être je me trompe, sur le noyau de l'extrême pauvreté, quoi. Voilà. Mais... Oui. Il y a eu aussi des personnes qui ont voté traditionnellement pour le péronisme, cette fois-ci ont voté Milei. Donc c'est quelque chose qui reste à expliquer, voilà, ces votes d'extrême droite de la part des fractions populaires. Sur la question des soutiens des Milei, ce qu'il faut dire, c'est que, et ça va peut-être en faveur de l'idée que Milei vraiment incarne une extrême droite qui est présente de plus en plus en Amérique latine, c'est le fait qu'il a des soutiens internationaux qui sont très importants, il faut le dire, des soutiens d'autres extrêmes droites latino-américaines, comme par exemple Bolsonaro. Le fils de Bolsonaro s'est présenté lui-même lors des élections, en fait, comme il a gagné l'élection. Il a reçu le soutien de Trump aussi des États-Unis, il a reçu le soutien des Vox de l'Espagne. Donc en fait, et même le soutien de l'Ukraine, enfin des Zelensky. Donc en fait, il fait partie d'un réseau qui est très divers. Enfin là, il reste beaucoup de choses à expliquer sur pourquoi c'est une extrême droite, qui a ses caractéristiques, qui est un peu différente de l'extrême droite, qu'on connaît en Europe. Mais ça reste quand même un gouvernement qui a des soutiens, internationaux importants et des soutiens dans les milieux financiers. Donc, j'ai mentionné la corporation américaine, ça veut dire que, par exemple, des secteurs qui appartenaient au ménémisme étaient connus de Milei. Milei connaissait ces secteurs-là bien avant d'arriver à ces s'est présenté comme candidat, il les connaissait très bien, et puis l'alliance avec Macri. Et tout ce qui va se passer, qui est assez incertain d'une certaine manière, c'est qu'il y a une partie de la droite traditionnelle argentine qui est regroupée autour de la vice-présidente, en fait, de Villarruel, et qui n'est pas tout à fait la même droite que soutenait Milei, en fait. Donc là, il y a un clivage d'ailleurs, la vice-présidente est accusée d'avoir son propre agenda par le président, puisque justement, il a envoyé au Sénat ces méga-décrets pour être débattu et finalement il a été rejeté. Donc il y a tout un conflit interne en fait, un conflit des élites, donc je reviens à la question de monsieur, un conflit entre élites et aussi un conflit à l'intérieur du Sénat et du Parlement au sein même du gouvernement de Milei et de ses soutiens. Merci Maricel de parler si vite et de dire plein de choses, c'est très dense, merci. Amélie, on a le droit à une dernière question, oui. Et après on laisse la place au JO, je suis désolé. Oui, en faisant un déçu au premier rang qui réclamait une question depuis à peu près un quart d'heure. Oui, du coup, je voulais demander quel est, d'après vous, le résultat économique au moyen long terme pour l'Argentine? Quelle est votre projection, analyse économique de la situation? Merci. Tu veux? Alors, projection, je fais pas de projection parce que voilà, c'est un peu. Mais ce qui est certain, c'est que en fait, la plus grosse, la première principale mesure qu'il a prise en arrivant, au-delà de tout ce qu'on a dit, hein, c'est la dévaluation de 50% du peso par rapport au dollar. Donc ça a été un choc inflationniste extrêmement violent qui a fait monter le taux de pauvreté, qui explique aussi qu'il y a des déçus très vite. C'est qu'en fait, on est passé en quelques mois de 40 à 50%, 55% de taux de pauvreté juste par ce choc de l'inflation importée. Alors évidemment, ça a provoqué une baisse de la demande extrêmement violente, qui fait baisser le taux d'inflation. Donc, au mois de février, on a un taux d'inflation. Milei a été très heureux. Il en a fait toute une publicité parce qu'il n'y avait que 13,5% d'inflation par mois. On n'est pas sur l'année, on est par mois. Donc, on est à 240, je crois, sur l'année. 276, voilà, ça augmente tous les jours. Donc, ce choc-là, en fait, il va falloir que la population l'absorbe, et ça, effectivement, ça va avoir un effet récessif extrêmement fort. Le FMI prévoit 2,8% de récession, de baisse du PIB sur l'année 2024, mais en fait, ça peut en fait très vite partir hors de contrôle, quoi. Le pari que fait Milei, c'est qu'il va y avoir des investissements étrangers qui vont arriver et qui vont en fait créer des emplois, etc. Machin. Bon, ça c'est le pari traditionnel des plans du FMI, mais ça c'est dans ses rêves en fait, ça n'existe plus, ça se voit quasiment jamais. Ou si ça se voit, ça va être sur des micro-secteurs
qui en fait ne porteront pas le truc. Donc on va avoir vraiment une crise sociale très forte et une crise économique qui va être extrêmement forte, à mon avis, plus que les 2,8 du FMI. Non, juste pour ajouter un élément complémentaire, c'est que Milei a arrêté absolument un secteur très dynamique de l'économie argentine, comme c'est les travaux publics, sont tous arrêtés. Donc dans les provinces argentines, il n'y a plus de travaux publics en fonctionnement. Les gouverneurs attendent, parce qu'ils n'ont pas les moyens, en fait, de continuer. Et ça, c'est de la main-d'œuvre. Donc il y a déjà, en fait, un effet terrible de ces décrets qui est en vigueur, hein, j'insiste sur ces points-là, et qui, s'il n'est pas déclaré anticonstitutionnel par la Cour suprême de justice, il sera toujours en vigueur. C'est-à-dire que ça lui permet au président de continuer à gouverner par décret. Et donc à prendre des décisions comme par exemple celle de ne pas respecter la loi en envoyant de l'argent aux provinces comme il est inscrit dans la loi de coparticipation fédérale. Et puis, donc ça c'est arrêté. Il y a une augmentation aussi du chômage. Les gouvernements précédents qui a mal fait les choses, évidemment en termes d'économique, hein, on ne peut pas dire le contraire, il n'y avait pas alourdi en fait le taux de chômage. Et là, on voit des licenciements en fait dans plein de secteurs et donc il va y avoir, on a ces soldes-là et on connaît une Argentine avec 25% de chômage et 60% dans certaines provinces. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup à Maricel Rodriguez Blanco. Je me dépêche. On se dépêche de passer la main au prochain débat sur les Jeux Olympiques de Paris, des moyens publics au service d'intérêts privés avec les meilleurs collègues de Mediapart.